Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au webinaire sur le projet de recherche Mortalité en itinérance au Québec, portant plus particulièrement sur le signalement d'un décès en itinérance. Au nom de toute l'équipe, on tient à vous remercier d'avoir pu libérer de votre temps pour assister à notre webinaire. On est vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Je vais commencer par me présenter. Valentine Yvon-Mazé, je suis auxiliaire de recherche en soutien à l'équipe. Je travaille en soutien à l'équipe, je les accompagne et je suis également étudiante au baccalauréat en travail social à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le webinaire qu'on vous présente aujourd'hui est disponible en français comme en anglais. Donc, pour pouvoir accéder à la traduction en anglais, il vous suffit de cliquer sur le bouton Interprétation. Ce bouton interprétation est souvent caché dans l'option, dans le petit onglet Plus. Dès que vous cliquez sur le bouton interprétation, de là, vous allez pouvoir sélectionner la langue, donc anglais. Et de là, vous allez rencontrer Marcel Vaillancourt qui nous fait la traduction, qui nous offre la traduction, pardon, en anglais aujourd'hui. Vous aurez aussi également la possibilité de muter la version française qu'on vous recommande pour pouvoir simplement entendre la portion anglaise. On vous a mis dans le chat également donc c'est ça, il y a quelqu'un qui mentionnait, vous pouvez muter la portion française pour pouvoir simplement entendre la portion anglaise et on vous met dans la bulle de conversation le PowerPoint en anglais pour que vous puissiez suivre directement. Puis, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous présenter également dans la bulle de conversation, pardon, en mentionnant votre nom, votre rôle professionnel, ainsi que le territoire non cédé sur lequel vous vous trouvez. Si jamais vous ne connaissez pas le territoire non cédé sur lequel vous séjournez, on a mis dans la bulle de conversation le lien vers le site Internet Native Land pour que vous puissiez vous y référer. En ce qui concerne le déroulement de la séance d'aujourd'hui, après la présentation du projet de recherche ainsi que la prise de parole de plusieurs conférencières ainsi que conférenciers que je vais vous présenter sous peu, il y aura une période de questions qui sera prévue tout à la fin du webinaire. Cependant, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans la bulle de conversation et un membre de notre équipe se fera le plaisir d'y répondre. Donc, on tenait à rappeler que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Il est enregistré jusqu'à la période de questions. Là, on arrêtera l'enregistrement, ce qui va permettre par la suite de pouvoir revisionner, d'avoir accès au webinaire soit sur le site Internet Mortalité en itinérance, soit via le YouTube de l'Institut universitaire sur les dépendances. On va pouvoir changer de diapo. Donc, comme je mentionnais, on a plusieurs prises de parole aujourd'hui. On a 3 conférencières. On a de la chance, il s'agit de 3 membres de notre comité aviseur, en commençant par Paul-André Perron, qui est conseiller stratégique au sein du Bureau du coroner du Québec et responsable depuis 2001 de la mise en valeur de la banque de données et des archives des coroner à des fins de recherche et de prévention. On aura également Caitlin Ware, qui est agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Et enfin, nous aurons Stacy Boucher-Anthony, qui est la directrice générale de Projets autochtones du Québec, où elle œuvre au développement ainsi qu'au rayonnement d'initiatives dédiées aux communautés autochtones en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Nous les remercions sincèrement pour leur présence ainsi que pour leur rapport au webinaire d'aujourd'hui, mais également à l'entièreté du projet de recherche. Je vais désormais laisser la parole à Caroline Leblanc, qui est chercheure postdoctorale à la Faculté de médecine et en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke et qui est la chercheure principale au projet de recherche Mortalité en itinérance. Merci Valentine pour cette introduction. Donc, avant de débuter, pour nous, il était vraiment important de prendre un instant pour reconnaître les terres non cédées sur lesquelles on vit, mais aussi qu'on travaille. Les terres non cédées représentent un territoire traditionnel des Premières Nations, Inuits et des Métis qui n'ont jamais été volontairement cédés et abandonnés par ces communautés.
Nous faisons cette reconnaissance aujourd'hui parce que c'est des réalités les réalités qu'on aborde aujourd'hui ne peuvent être dissociées de l'histoire de ce territoire. Les politiques coloniales, les déplacements des peuples, le racisme systémique et les inégalités qui en découlent continuent d'avoir des répercussions profondes sur la santé, le logement, le bien-être et l'accès aux services des personnes autochtones. Les peuples autochtones sont touchés de façon disproportionnée par l'itinérance. Donc, reconnaître le territoire, c'est donc aussi reconnaître les torts historiques, les responsabilités qui en découlent et l'importance de travailler avec les communautés autochtones afin de reconnaître l'unicité de l'itinérance vécue par les premiers peuples au Québec et bien sûr de s'assurer que les personnes concernées soient vues, nommées, comptées, mais aussi comptées avec respect et dignité. Alors, nous tenons aussi à prendre un instant pour souligner qu'à travers le Québec et le Canada et bien d'autres pays, nous faisons face à une polycrise, donc celle du logement et des surdoses liées à la contamination des drogues, et qu'en ce moment même où ce qu'on discute, il y a des personnes qui continuent d'être exposées à des conditions qui affectent leur vie et leur santé. Je vous invite donc à diriger vos pensées pour honorer la mémoire des personnes qui sont décédées en situation d'itinérance et de témoigner notre solidarité envers les nombreuses personnes qui sont touchées par ces pertes. Alors, je tiens à vous remercier d'être présent, surtout de porter un intérêt à cet enjeu qui touche nos communautés. Je souhaite aussi également reconnaître la présence de nombreuses personnes durant la présentation qui détiennent un savoir d'expérience. Alors, Alors, afin de poursuivre, je vais vous contextualiser le projet de recherche. Depuis des années, comme nous le savons, le nombre de personnes vivant en situation d'itinérance ne fait qu'augmenter. Dans les faits, les personnes se retrouvent dans un contexte d'itinérance, vivent des conditions vraiment difficiles qui vont venir affecter le plan au niveau de la santé, mais aussi les exposer à des risques élevés de mortalité plus que le reste de la population. Et la littérature nous démontre également qu'il y a un lien direct entre l'itinérance et la baisse de l'espérance de vie. Cependant, actuellement au Québec, nous n'avons aucune donnée pour dresser un portrait juste de la situation et de connaître l'ampleur de la mortalité en itinérance, tant en ce qui concerne les causes et les circonstances que le nombre exact de décès des personnes en situation d'itinérance. Alors, dans les faits, il n'y a aucune obligation légale qui prévoit une déclaration systématique des décès survenus en contexte d'itinérance à travers le Canada. Dans certains endroits au pays, il existe des stratégies pour collecter des données sur les décès, par exemple à Toronto, qui surveille les décès survenus en itinérance depuis 2017 maintenant. Toutefois, il y a quand même une grande disparité concernant les données sur la mortalité en situation d'itinérance entre les provinces et au Québec. Le seul mécanisme qui nous permet actuellement d'identifier les décès des personnes en situation d'itinérance repose principalement sur les rapports du Bureau du coroner. Bien que ce soit des données très précieuses, elles ne représentent pas l'ensemble des décès de personnes en situation d'itinérance. Nous allons prendre le temps pour vous expliquer les limites de l'échantillonnage. Alors, l'objectif de cette recherche est donc d'expérimenter une stratégie de recensement des décès en situation d'itinérance au Québec afin de mieux documenter ces décès, mais aussi de dresser un portrait plus juste de la mortalité afin de renforcer les efforts de prévention visant à sauver des vies. Alors, cette stratégie de recensement des décès de personnes en situation d'itinérance s'appuie sur plusieurs sources de données complémentaires. Au cours du webinaire, nous vous présenterons deux volets qui sont actuellement mis en œuvre. Le premier volet est d'analyser les rapports du coroner depuis 2020 qui sont identifiés comme une personne décédée en situation d'itinérance et le deuxième volet est d'analyser les informations qui proviennent du formulaire de signalement des décès de personnes vivant en situation d'itinérance qui est maintenant disponible dès aujourd'hui. La définition de l'itinérance sur laquelle on s'appuie, c'est celle de l'Observatoire canadien en itinérance. Les situations suivantes sont considérées comme de l'itinérance. Alors, les personnes qui habitent la rue, les gens qui utilisent les ressources d'hébergement, les personnes qui sont logées soit chez une connaissance, un ami, un membre de la famille temporairement, dans un motel, un hôtel, dans un logement transitoire et communautaire, dans une maison de chambre et dans une trajectoire institutionnelle à la suite d'une période d'itinérance, par exemple en CHSLD.
Alors, avant de vous présenter le formulaire de signalement des décès, nous souhaitons quand même vous présenter les premiers résultats du volet 1, donc les rapports du coroner. Les données présentées portent sur les décès rapportés dans ces rapports entre 2020 et 2024. Les données de 2025 n'ont pas été incluses puisqu'il y a un certain décalage encore entre les données disponibles et le temps réel. Donc, on voulait attendre que l'échantillon soit vraiment plus euh, certain. Donc, il est important de noter que cette première analyse n'inclut pas les données des personnes qui sont décédées en maison de chambre ou dans une trajectoire institutionnelle après avoir vécu une situation d'itinérance. Ces décès vont faire l'objet d'un second analyse distinct et seront intégrés ultérieurement là, dans les résultats. Alors, l'analyse des données montre une augmentation soutenue du nombre de décès entre 2020 et 2024, passant de 45 à 127 décès, excusez, soit une hausse de 182,22 pour un total cumulé de cette période de 400 décès, donc 329 hommes et 71 femmes. L'écart entre les hommes et les femmes demeure important sur l'ensemble de la période étudiée des décès investigués par le coroner. Le ratio observé est environ de 4,6 hommes pour une femme parmi les personnes décédées. Chez les hommes, le nombre de décès a augmenté de 175 entre 2020 et 2024, tandis que chez les femmes, la hausse est encore plus marquée, atteignant 211,11 sur la même période. Une augmentation particulièrement importante a été aussi observée entre 2023 et 2024, alors que le nombre de décès chez les femmes investiguées par le coroner est passé de 14 à 28 décès, soit une hausse de 100 Bien que les décès chez les hommes demeurent plus nombreux, les décès des femmes connaissent une progression proportionnellement plus rapide. Alors, cette tendance témoigne d'une aggravation préoccupante de la mortalité chez les femmes en situation d'itinérance. Au niveau de l'âge des décès, les décès avant 30 ans demeurent relativement faibles. Les groupes d'âge de 30 à 59 ans représentent 71 de tous les décès. Il y a eu une forte augmentation des décès chez les personnes de 60 ans à 69 ans qui pourraient être liés au phénomène du vieillissement de la population en situation d'itinérance. Et les décès de 70 ans et plus sont peu nombreux, ce qui pourrait indiquer que cette population fait face à une mortalité précoce comparativement à la population générale du Québec. Donc, l'espérance de vie se situe au-dessus de 80 ans. Alors, les données observées aussi dans les rapports du coroner, c'est que les hommes décèdent en moyenne à l'âge de 47 ans, soit 33 ans de moins que l'espérance de vie observée dans la population générale qui s'élève à 80 ans,6 ans. Tandis que chez les femmes, l'écart est encore plus marqué. Les données indiquent qu'elles décèdent en moyenne à l'âge de 41 ans,7 ans, soit environ 42 ans,6 avant l'espérance de vie observée dans la population chez les femmes, estimée à 84 ans,3. Dans tous les cas, les données nous indiquent que les personnes en situation d'itinérance sont davantage exposées à des risques de mortalité précoce comparativement à la population en général. Alors, on va poursuivre au niveau des régions. Comme il est difficile de comparer directement les régions en matière d'itinérance, nous avons choisi de présenter les résultats sous forme d'un taux de décès par 100 000 habitants, ce qui nous permet d'avoir une meilleure comparaison entre les territoires. Les résultats indiquent que Montréal est la région la plus touchée par les décès chez la population en situation d'itinérance, mais à l'extérieur de la région de Montréal, l'Outaouais présente le taux le plus élevé avec 8,71 décès par 100 000 habitants, suivi de l'Abitibi-Témiscamingue avec 4,72 décès par 100 000 habitants. Viennent ensuite la région de la Mauricie, donc l'Estrie, la Capitale-Nationale, les Laurentides, la Montérégie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Naudière et Laval. Les autres décès enregistrent moins de 5 décès. Les autres régions enregistrent moins de 5 décès et n'ont pas pu être présentées dans l'analyse afin de réduire les risques d'identification.
Alors, au niveau des lieux, pour les personnes en situation d'itinérance qui sont décédées, globalement, les données indiquent que ces personnes habitaient dans une diversité de lieux. L'un des constats vraiment importants de cette recherche est la proportion élevée des personnes qui vivaient dans des lieux temporaires chez un proche, une connaissance, soit en itinérance cachée, qui représente quand même 34,9 % des décès des personnes en situation d'itinérance qui décèdent. Donc, cette réalité est particulièrement préoccupante puisqu'elle demeure largement invisible. Ces personnes ne sont généralement pas comptabilisées dans les dénombrements de l'itinérance et bénéficient plus difficilement des services destinés aux personnes en situation d'itinérance. Cependant, si on exclut l'itinérance cachée de nos données, les personnes qui vivent à l'extérieur, donc les personnes qui habitent la rue, représentaient 65 % des décès recensés et représentaient un risque de mortalité de 1,86 fois plus élevé que celles qui vivaient en hébergement. Donc, on peut le voir ici, là, si on enlève. Donc, c'est quand même assez représentatif. Alors, ce portrait de la mortalité suggère que les personnes en situation d'itinérance sont exposées à des facteurs de risque de mortalité précoce comparativement à la population en général, qui a plus de décès par 100 000 habitants à Montréal et dans l'Outaouais, que les femmes décèdent plus jeunes que les hommes et qu'il y a un grand pourcentage des personnes décédées qui habitaient temporairement chez une personne dite en itinérance cachée et qu'il y a plus de personnes qui habitent la rue qui décèdent que les personnes qui vivent en ressources d'hébergement. Et une analyse plus approfondie vous sera présentée lors d'un prochain webinaire pour mieux comprendre les facteurs associés à cette mortalité précoce. Restez à l'affût sur nos réseaux. Cependant, avant de terminer les résultats, pour moi, il est vraiment important de vous mentionner qu'il faut interpréter avec prudence ces statistiques descriptives qui vous ont été présentées. Bien que les données du coroner soient précieuses, comme je l'ai nommé précédemment, pour documenter la mortalité, elle ne représente pas à elle seule la réalité actuelle. Cette méthodologie comporte certaines limites et pour nous permettre de mieux comprendre, je vais maintenant inviter Paul-André Perron, qui est conseiller stratégique en gouvernance et en surveillance des traumatismes au bureau du coroner, à prendre la parole. Merci, Caroline. Alors, d'abord, c'est important pour bien comprendre la nature des données que nous fournissons aux équipes de recherche, de comprendre le rôle du coroner. Le coroner, c'est un officier public indépendant et impartial. Son rôle, c'est de faire une investigation pour tous les décès qui surviennent dans des circonstances obscures, violentes ou dans un contexte de négligence. Pour chacun de ces décès-là, le coroner doit déterminer l'identité de la personne décédée, la date, le lieu du décès, les causes et les circonstances du décès. Le coroner aussi, à l'occasion de son investigation, peut faire des recommandations pour la protection de la vie humaine. Tout ce processus aboutit à des rapports publics, donc qui donnent beaucoup de visibilité aux décès qui sont investigués par les coroners, et de surcroît, les documents confidentiels qui accompagnent le rapport du coroner peuvent être accessibles à des fins de recherche, ce qui est le cas avec l'équipe de recherche sur les décès en situation d'itinérance, ce qui permet de dresser là, un portrait très intéressant et très riche de ce phénomène. Maintenant, diapositive suivante, s'il vous plaît. Même si le coroner permet de donner une grande visibilité à plusieurs décès, ce que nous couvrons n'est pas l'entièreté des décès en personnes de situation d'itinérance. D'abord, première chose qu'il faut savoir, c'est que si une personne décède d'une maladie bien diagnostiquée, ce qu'on appelle une mort naturelle dans notre jargon médico-légal, et qu'il n'y a pas de notion de négligence aucune, le coroner, il ne sera jamais appelé. Il n'y a pas de signalement obligatoire pour ce genre de décès-là et il n'y a pas d'investigation. Donc, tout le volet, toute la dimension des décès provoqués par des maladies, essentiellement, ne sont pas captés par le coroner. Donc, cet aspect-là, la mortalité, on ne le voit pas à partir de nos données. L'autre chose, c'est que les données que nous avons présentement sous-estiment la réalité de toute façon. Au fil du temps, on a amélioré notre capacité à détecter les décès de personnes en situation d'itinérance. Autrefois, il fallait se débrouiller avec du texte qui était inscrit dans la banque de données sans être nécessairement standardisé. Ça permettait de repérer des cas, mais c'était très imparfait.
Par la suite, il y a quelques années, on a ajouté une case à cocher là, qui permet d'identifier un certain nombre de personnes. Mais encore là, on est dépendant de la finesse des définitions. On est dépendant du degré auquel on est attentif pour codifier les décès. Donc, il y a des cas qui peuvent nous échapper. Et dans les interactions qu'on a en accompagnant le projet de recherche, on se rend compte que nos définitions pourraient être raffinées et avec des nouveaux outils technologiques qui nous permettent de faire des fouilles plus précises dans les rapports de coroner, on va améliorer les données existantes et on va être en mesure, du moins pour les cas couverts par le coroner, d'avoir des données qui sont encore plus parlantes et plus fiables que celles qu'on a présentement. Donc, les données qu'on a présentement, ce sont des données qui sont destinées à être révisées. Ce sont des données intéressantes, mais ce sont des données qui, de toute évidence, sous-estiment la réalité. Grâce au formulaire de signalement, ben, on va pouvoir capter plus de cas. D'abord, aux fins de la santé publique et aux fins du projet de recherche, encore une fois, les décès causés par des morts naturelles qui ne sont pas investigués normalement par le coroner vont pouvoir être portés à l'attention et permettre des interventions là, quand c'est requis. Et par la suite aussi, on va peut-être pouvoir récupérer des cas qui auraient dû être signalés au coroner qui ne l'ont pas été. Il faut comprendre que le formulaire de signalement que Caroline va vous présenter tout à l'heure, ça n'entre pas en concurrence avec les signalements qui sont déjà faits au coroner. Nous, pour nos activités quotidiennes, les signalements légaux, selon les termes de la loi sur les coroners, qui sont faits par les policiers quand on trouve quelqu'un, par exemple, en dehors du réseau de la santé qui est décédé, ou par les médecins qui constatent les décès, ça ne change pas. C'est un outil qui vient s'ajouter, qui vient couvrir un volet de la mortalité qui n'est pas couvert par le coroner et qui va nous permettre d'améliorer peut-être la couverture qu'on a déjà à partir des leviers légaux dont nous disposons. Alors voilà, ça fait un petit peu le tour là, pour le volet coroner. Merci, Paul-André, en fait, d'avoir clarifié les limites de l'échantillon. Je pense que ça va nous permettre de mieux comprendre l'importance d'élargir justement notre stratégie de recensement avec le formulaire de signalement. Alors, à l'instant, je vous présente le formulaire de signalement. Tel que mentionné, puisque les données du coroner ne permettent pas vraiment d'avoir un portrait juste, il était important en termes de bonnes pratiques de croiser plusieurs sources de données. Et donc, le deuxième volet de cette démarche de recherche, nous avons développé un formulaire de signalement qui permet à la communauté de signaler les décès de personnes en situation d'itinérance au Québec. Alors, ce formulaire de signalement des décès permettra de recueillir des informations qui sont complémentaires, telles que mentionnées par Paul-André. Il s'agit d'une méthodologie qui s'inspire de celle implantée par la santé publique à Toronto, qui recense les décès en collaboration avec la communauté depuis plusieurs années. Donc, avec ce mécanisme, la santé publique de Toronto a vraiment démontré au fil des années que le croisement des sources d'information, soit les données issues du rapport du coroner, les signalements des personnes en situation d'itinérance et d'autres sources, sont essentielles justement pour comprendre la mortalité en itinérance. Puis, ils ont démontré que la collaboration de la communauté qui signale des décès permet de rendre visibles des décès qui n'ont pas été investigués par le coroner et que ça nous permet justement de se rapprocher davantage du nombre réel, du nombre de décès en temps réel. On est quand même conscient qu'il y a des décès qui vont continuer d'échapper au recensement. Ils vont demeurer invisibilisés dans les données, mais cette recherche est quand même un point de départ pour visibiliser ce qui est actuellement invisibilisé. Alors, pour mieux saisir les retombées au niveau... Caroline, oui, excuse-moi de te déranger. On voit toujours la diapositive rôle du coroner. Je pense qu'elle elle n'est pas synchronisée. est-ce qu'il est synchronisé là? Donc, oui, formulaire du signalement. Oui, merci. OK, je suis vraiment désolée. Je pensais que j'avançais, puis ça n'avançait pas. Donc, alors, pour mieux documenter les retombées, je vais inviter Kathleen Ware, qui est agente de planification de programmation de recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci, Caroline. Alors, les résultats présentés aujourd'hui montrent vraiment à quel point il est important de mieux documenter la mortalité des personnes en situation d'itinérance. Ils mettent en lumière des réalités préoccupantes, notamment la mortalité précoce observée chez les personnes en situation d'itinérance.
Ça souligne également l'importance de développer des moyens pour mieux documenter des réalités comme l'itinérance cachée, pour lequel nous disposons encore peu de visibilité à l'échelle régionale ou locale. Cet enjeu est particulièrement important puisque nous savons que certaines populations, par exemple les femmes, les jeunes, les personnes de la diversité sexuelle et de genre, etc., vivent plus souvent des formes d'itinérance cachée qui demeurent moins visibles dans les sources de données traditionnelles que nous avons. Documenter et parler de la mortalité en itinérance, c'est vraiment une façon de rendre visibles des vies et des décès qui sont souvent invisibilisés. Pour la santé publique, mieux comprendre les trajectoires et les circonstances qui entourent ces décès est essentiel pour qu'ensemble, avec nos partenaires, qu'on puisse orienter nos interventions, nos projets, nos actions et planifier les services en fonction des réalités vécues et les besoins sur le terrain. Le formulaire de signalement constitue donc un levier très important pour nous. En plus d'améliorer nos connaissances, ça va contribuer à sensibiliser davantage des partenaires, les décideurs et la population à cette réalité et aussi à soutenir une prise de décision plus éclairée. Ces connaissances sont essentielles afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et pour renforcer nos actions en prévention qui demeurent vraiment au cœur de notre travail en santé publique. Finalement, j'aimerais remercier chaleureusement Caroline Leblanc, son équipe de recherche, ainsi que les nombreux partenaires pour leur précieuse collaboration sur ce projet. Merci. Merci, Caitlin. Merci pour ces précisions aussi. Ça nous permet vraiment de comprendre l'importance d'une telle démarche de signalement. Alors, on va poursuivre. Avant de vous présenter les grandes lignes du formulaire, il est vraiment important de vous mentionner que pour parvenir à atteindre notre objectif de cette démarche, la collaboration de la communauté, votre collaboration sera essentielle. Qui peut remplir le formulaire? En fait, tout individu ou professionnel ayant été informé d'un décès d'une personne en situation d'itinérance. Donc, ça peut être une connaissance, un proche, un ami, un membre de la famille, mais aussi un intervenant ou un gestionnaire dans un milieu communautaire, un professionnel, un médecin, un gestionnaire dans le réseau de la santé, mais aussi un professionnel dans tout autre secteur. Puis je pense ici les premiers répondants, les gens au niveau municipal. Alors, toute personne peut signaler un décès. Donc, le formulaire comporte 2 sections de questions. Il est disponible en ce moment sur le site web. Vous avez le lien là, dans la conversation. La première section, c'est une section qui va porter sur le décès d'une personne en situation d'itinérance. La deuxième section, ça vise à répondre aux préoccupations du terrain en documentant l'impact des décès, les impacts que ça peut avoir sur la communauté, tant chez les personnes intervenantes que chez les pairs ou les membres de la famille. Alors, le formulaire prend 5 à 10 minutes à remplir selon les informations fournies, mais aussi le niveau de détail des réponses. Il y a plusieurs questions qui sont de nature quantitative, tandis que d'autres réponses sont qualitatives qui peuvent nécessiter un peu plus de temps à compléter. La participation à ce formulaire est vraiment entièrement volontaire. Les renseignements recueillis demeurent confidentiels et aucune question n'est obligatoire à l'exception du consentement à la recherche ainsi que la ville où le décès est survenu. Alors, le formulaire débute par un consentement à la recherche pour l'ensemble des personnes qu'il remplira et pour les personnes professionnelles de la santé communautaire ou tout autre secteur, une entente pour communiquer des renseignements de santé sans le consentement de la personne concernée sera demandée afin de respecter l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée sous la loi 5 et 25. Alors, à cet égard, voici les principaux points que le secrétariat général et vice-rectorat à la sécurité de l'Université de Sherbrooke a conclu pour autoriser la tenue de ce projet de recherche. Donc, l'objectif de la recherche ne peut être atteint que si les renseignements sont communiqués sous forme permettant d'identifier les personnes concernées. Il est déraisonnable d'obtenir le consentement des personnes concernées et l'objectif du projet de recherche l'emporte à l'égard de l'intérêt public sur l'impact de la communication et l'utilisation des renseignements sur la vie privée des personnes concernées.
puis que les renseignements personnels seront utilisés de manière à assurer la confidentialité. Alors, à la suite de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, le département de sécurité de l'Université Sherbrooke a assuré que la protection des renseignements personnels sont conformes aux normes politiques et directives institutionnelles et que l'équipe a recours à des pratiques éthiques adéquates. Alors, il est important Oups, excusez. Donc, il est important de souligner que seuls les décès de personnes en situation d'itinérance depuis juin 2026 pourra être considérés pour une question de rigueur scientifique et que, puisqu'il demeure difficile d'identifier avec précision l'origine ethnique des personnes décédées, leur parcours migratoire ou leur appartenance à une communauté autochtone spécifique, ces données ne seront pas traitées en ce moment. Alors, à l'égard de cette réalité, je souhaiterais inviter Stacy Boucher-Anthony, qui est directrice de Projet autochtone du Québec, à prendre la parole afin de nous présenter les limites éthiques et les limites aussi méthodologiques associées à la collecte, l'interprétation et l'utilisation des données concernant les communautés autochtones. Alors, j'invite Stacy à prendre la parole. Donc, bonjour tout le monde. C'est Sylvie Chantonnay, comme Caroline l'a dit, directrice générale de Projet autochtone du Québec. Et nous, on travaille exclusivement en itinérance autochtone. Donc, c'est un organisme communautaire qui est basé à Montréal. Et voilà. Donc, au niveau des limites méthodologiques, en fait, l'inclusion des Premières Nations inuit dans les données soulève actuellement des enjeux éthiques et des dilemmes éthiques. Et pourquoi? En fait, c'est que, d'une part, c'est sûr que l'exclusion actuellement contribue à invisibiliser les membres des différentes nations dans les statistiques de recherche qu'on a jusqu'à présent. Par contre, il y a des mises en garde très claires sur lesquelles on doit être conscient. C'est qu'il faut être vigilant dans comment les choses sont faites et les différents cas de figure, en fait, qui se posent à nous. Donc, par exemple, il y a des membres des Premières Nations qui ont une carte de statut d'Indien ou une carte de bénéficiaire Inuit ou Nunavik. Donc, ça, ce sont des gens qui sont enregistrés au niveau de la loi. Il y a aussi des gens qui, par conviction politique, idéologique, ne sont pas inscrits au niveau de la loi et qui seraient exclus de fait même dans les données qui seraient saisies et gardées. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'on ferait avec les gens qui sont bel et bien membres des Premières Nations, mais qui ne sont pas reconnus au sens de la loi? Ensuite, il y a la question des gens issus des communautés des Premières Nations inuit qui sont sans pièce d'identité au moment du décès. Et donc, comment est-ce qu'on viendrait les identifier? Comment est-ce que le coroner viendrait les identifier si la personne n'a pas de pièce d'identité sur elle et donc plus difficile d'identifier une personne. Donc, c'est dur je veux dire, c'est pas, on peut pas se fier sur une apparence physique, là. Je veux dire, on est reconnu au sens de la loi ou on ne l'est pas. Donc, ça, c'est une première limite. Ensuite, c'est la question de l'accès aux pièces d'identité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'actuellement, le coroner n'a pas non plus accès à la base de données du fédéral afin de savoir qui est statué et qui ne l'est pas. Donc, le coroner ne pourrait pas, de son plein gré, dire, bon, ben cette personne-là a de l'air d'un membre de Première Nation, cette personne-là n'a pas l'air d'un membre de Première Nation, donc je comptabilise au gré de mes impressions. Et c'est le même cas de figure, en fait, chez les bénéficiaires inuits du Nunavik. Donc, il y a plusieurs cas de figure ici qui se posent à nous, qui font en sorte qu'actuellement, comptabiliser ces données-là, ça serait tout un défi au sens éthique et méthodologique, mais ceci n'étant pas exclu là, pour la phase 2 du projet de recherche. Ensuite, l'inclusion des Premières Nations inuites dans les données soulève encore, comme je l'ai dit, des dilemmes éthiques. Donc, les gens qui sont sans pièce d'identité sur eux au moment du décès. Les mêmes choses là, pour ceux qui ont une carte de bénéficiaire Inuit du Nunavik. Ceux qui font le choix de ne pas être enregistrés aux yeux de la loi, mais qui sont bel et bien membres des Premières Nations. Et ceux qui ont une apparence autochtone ou s'auto-identifient comme étant des Autochtones, mais qui ne sont pas autochtones. Donc, ça, on le voit de plus en plus et dans tous les milieux. Donc, il y a plusieurs employeurs qui, malheureusement, ne peuvent pas demander une carte de statut pour vérifier l'identité
d'une personne qui s'auto-identifie comme étant membre des Premières Nations Inuit, mais d'un point de vue recherche et d'un point de vue méthodologique, ça viendrait poser des problèmes et donc possiblement venir gonfler les chiffres qui n'auraient pas dû être inclus dans une recherche. Donc, oui. Donc, inclure les Premières Nations Inuit comporte un risque de stigmatisation ou même de mauvaise interprétation. Et donc, de ce fait, il faut être vraiment vigilant dans la façon de collecter les informations. Les limites, certainement dans la définition de l'itinérance, puis comment c'est vécu par les gens qui sont en situation d'itinérance. Ça n'inclut pas les diversités des réalités qui sont vécues par les membres de nos communautés. Donc, la définition académique de ce qu'est une personne en situation d'itinérance versus comment ça se vit en communauté, c'est totalement autre chose. Donc, l'accès à un logement, l'accès à une propriété, est-ce que ça fait d'une personne une personne qui n'est pas en situation d'itinérance? Parce que je vais vous donner l'exemple, en communauté, avoir accès à une maison, avoir accès à un logement, c'est pour plusieurs communautés, c'est un privilège. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à une maison ou à un logement. Et pour la plupart des gens, on va habiter avec des proches. Donc, que ça soit ses propres parents, ses enfants, on va partager l'espace. Donc, l'accès à une propriété, la définition même de qu'est-ce que notre propriété, ben, c'est vécu différemment qu'on soit en communauté ou hors communauté. Donc, ça, c'est vraiment les limites dans la définition de l'itinérance et de la façon qu'elle est vécue là, par les membres de nos différentes communautés. Ensuite, ben, l'itinérance vécue en milieu urbain est très différente du phénomène en communauté. Donc, j'ai vu plusieurs personnes autour de l'écran là, qui viennent de Wendake, qui viennent de différentes régions du Québec, peut-être même là, de l'Ouest canadien. Mais la philosophie est très différente là, dans les communautés versus hors communauté. Donc, ce qu'il faut, donc Pascal Hardy, on pourra revenir sur ton point tout de suite après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la philosophie est très différente dans comment on accompagne les gens, comment on reçoit les gens et comment on protège les membres de nos familles. Donc, on laisse personne dehors. Il y a des réalités aussi régionales, territoriales qui font en sorte que les gens ne peuvent pas être laissés à l'extérieur. Parce que si moi, j'habite à Coudjouac et il fait moins 45 une journée, ben c'est sûr que j'en sors pas vivant. Donc, il y a un membre de la famille qui va me recevoir, qui va m'accueillir pour s'assurer que je sois bien. Est-ce que ça fait de moi une personne en situation d'itinérance? Pas forcément. Donc, comment est-ce qu'on va venir définir la définition d'une personne en situation d'itinérance en communauté versus hors communauté? Ce sont des phénomènes complètement différents. Et ensuite, ben, il y a toute la question du maintien en communauté qui n'est pas toujours souhaité. Donc, des gens qui fuient de la violence conjugale, qui fuient de la violence familiale, des gens qui sont incarcérés, qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas retourner en communauté parce que dans les communautés d'appartenance, ce n'est pas souhaité qu'ils retournent en communauté après un crime grave. Comment ces gens-là sont, une fois libérés du milieu carcéral, comment est-ce qu'ils sont reçus et perçus en milieu urbain. Donc, il y a toutes ces dynamiques-là qui sont fort complexes, fort différentes des milieux urbains versus des villages nordiques ou des réserves. Donc, dans le formulaire de signalement, les informations relatives à l'identification des Premières Nations, Métis et Inuits seront recueillies parce qu'actuellement, de la façon de compiler l'information, je peux parler pour nous, là, chez Projet autochtone du Québec, ce qu'on avait tendance à faire, c'est de les nommer dans les rapports annuels. Donc, à chaque fois qu'il y avait un décès, pour honorer leur mémoire, leur contribution à notre communauté, on nommait le nom de ces gens-là pour pouvoir garder en mémoire le fait qu'ils ont été de passage chez nous. Mais cette fois-ci, le formulaire va nous permettre justement d'identifier clairement les membres issus des Premières Nations, Métis et Inuits. Donc, ça va être collecté. Ces données feront l'objet d'une analyse qui va être complètement distincte dans une phase ultérieure. Donc, j'invite tout organisme, institution à vraiment mettre en lumière cette composante-là parce qu'il y a une surreprésentation des Premières Nations Inuits et Métis en situation d'itinérance et on veut faire la lumière sur ce phénomène-là qui est un phénomène assez inquiétant, notamment à Montréal. Donc, avant de repasser la parole à Caroline,
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dernier recensement, le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance, c'était plus ou moins un 14% des personnes en situation d'itinérance visibles à Montréal qui étaient issues des Premières Nations Inuit et Métis, alors qu'on représente 2,1% de la population québécoise. Donc, toute proportion faite, il y a une surreprésentation énorme des Premières Nations Métis et Inuits en situation d'itinérance, puis on veut essayer de comprendre le phénomène et mieux documenter la réalité telle qu'elle est vécue. Donc, Caroline, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Stacy, pour cette précision. Je pense que les limites éthiques et méthodologiques sont importantes à prendre en compte. Donc, merci encore pour avoir clarifié certains aspects là, de nos questionnements au cours de nos rencontres. Alors, le webinaire est bientôt terminé. Alors, j'aimerais quand même, avant de passer à la période de questions, de vous souligner qu'une démarche de recherche d'une telle envergure ne peut pas se faire seule. Alors, les initiatives les plus efficaces, en fait, de recensement de mortalité sont seulement possibles lorsque tout le monde travaille ensemble. J'aimerais donc prendre un moment pour présenter nos partenaires, souligner leur précieuse contribution à cette démarche. Nous comptons parmi ces partenaires la Direction régionale de santé publique de Montréal pour sa collaboration, mais aussi son engagement financier, c'est que la santé publique de Montérégie, le Bureau du coroner, Projet autochtone du Québec, l'AQP Sud, qui est l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, le mouvement Mettre fin à l'itinérance, le RAPSIM, qui est le réseau d'aide pour les personnes seules et itinérantes de Montréal, le réseau Solidarité Itinérance du Québec, le refuge Michouat, l'Institut universitaire sur les dépendances qui accueille le webinaire, ainsi que l'ESCODI. J'aimerais également souligner la précieuse contribution de Karen Thompson de la santé publique de Toronto. Donc, je tiens à la remercier pour son temps, son expertise qu'elle nous a partagée afin de mettre en place cette démarche de recensement. Puis aussi, je voulais quand même remercier mes précieux superviseurs, qui est professeur David Martin-Milo, ainsi que professeur Léonie Archambault de l'Université de Sherbrooke. Alors, notez que le formulaire est en ligne actuellement, donc sur le site de mortalitéitinérance.ca et sur les réseaux Instagram. Donc, cette contribution est essentielle pour nous permettre de documenter la situation, d'améliorer la qualité de nos données, mais aussi de renforcer la rigueur de notre stratégie de recensement. Votre collaboration est importante. La surveillance des décès n'est pas seulement un exercice statistique, mais aussi un moyen de rendre visibles des vies et des décès qui passent souvent inaperçus dans les systèmes officiels. Alors, votre collaboration est précieuse. Signaler, c'est rendre visible des personnes qui sont souvent invisibilisées tout au long de leur vie, et de rendre visible, c'est agir pour mieux prévenir. Alors, je prêterai la parole à Valentine qui fermerait le webinaire avant la période de questions. Merci. Merci, Caroline. Donc, comme aussi mentionné, pardon, Caroline, on s'approche de la fin du webinaire. On serait rendu à la période de questions. Mais avant ça, on voulait vous mentionner que vous avez la possibilité de nous inviter dans l'une de vos rencontres d'équipe, c'est-à-dire vous avez la possibilité de nous inviter pour présenter le formulaire de signalement auprès de votre équipe, dans votre organisme. Ça peut être aussi pour simplement parler, d'échanger autour des enjeux de recensement des décès des personnes en situation d'itinérance au Québec, ou simplement pour répondre à vos questions. Pour faire cette demande, vous pouvez aller sur notre site Internet dans la section Contact. On a mis un lien dans la bulle de conversation. Également, vous avez la possibilité de nous demander à ce qu'on vous envoie des outils de diffusion. Donc, on les voit à l'écran. On en a 3. On a une affiche, une carte d'affaires ainsi qu'une carte postale. Les 3, font la promotion du formulaire de signalement d'un décès en itinérance, et ils sont tous disponibles en français comme en anglais. La demande va se faire également sur notre site Internet, cette fois-ci dans la section Outils de diffusion. On a également mis le lien vers le site Internet dans la bulle de conversation.
Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions, puis pour votre intérêt pour la recherche. Ça permet de libérer tout le monde. Donc, le prochain webinaire, comme a mentionné rapidement Caroline, ce serait possiblement en décembre ou 2027 avec de nouveaux résultats. Puis d'ici là, on vous souhaite une bonne après-midi puis un bon mois d'août. Merci beaucoup.